Correction du dossier 4, lombalgie chez un trentenaire. Vous avez monsieur L, donc âgé de 32 ans, qui est plutôt sédentaire, qui présente des lombalgies chroniques. Elles évoluent depuis 9 mois avec un horaire clairement inflammatoire, ce qu'elle le réveille au moins 3 fois la nuit. Il y a un déroulage matinal de 2 heures. De 30 minutes, de plus jusqu'à 50 minutes après son réveil, pardon. C'est les réveils qui sont après 2 heures. Il est pas soulagé par le paracétamol. Il a dans ses antécédents des tendinites achilléennes qui sont survenues ces 6 derniers mois et qui sont sensibles au diclofénac. Ce diclofénac il avait constaté que ça avait améliorer ses lombalgies. Il n'a pas d'antécédent familial et à l'examen clinique, vous avez un indice de Schoeber à 10 plus 1 cm et une distance main-sol à 30 cm. La pression du sacrum produit une douleur fessière droite. Question 1. Quel diagnostic devez-vous évoquer sur quel argument? Donc, on évoque une spondylarthrite de type ankylosante axiale. Alors, les arguments qui vont en sa faveur, c'est donc déjà le terrain. Donc, c'est un homme qui est jeune, qui a des antécédents de thalalgie. Donc, on vous dit qu'il avait des tendinites achilléennes, qu'il a des lombalgies, je vous ai dit, qui sont clairement inflammatoires. Il y a des réveils nocturnes, il y a un dérouillage matinal. C'est amélioré par l'activité et c'est aggravé par le repos. On a également une fessalgie droite avec le signe du trépied. Le fait d'appuyer la pression sur le sacrum, c'est ça, c'est le signe du trépied. On vous dira plus tard ce que c'est que cette douleur qui est reproduite à la palpation. Et une sensibilité aux AINS, puisqu'on vous dit que le diclofénac a soulagé à la fois ses tendinites et ses lombalgies. Question 2. Comment expliquez-vous donc cette douleur fessière? Donc cette douleur fessière est une sacro-ilite droite, puisqu'on vous dit que c'est une fessalgie droite, par atteinte inflammatoire de l'articulation sacro-iliaque. Question 3, complétez l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc là, il faut dire qu'on est dans le cadre d'une spondylarthropathie, donc on va rechercher les différents arguments pour cette spondylarthropathie qui sont dans les critères AMOR. Donc on va rechercher des antécédents personnels ou familiales de psoriasis, on va rechercher des antécédents d'uvéite, des antécédents de troubles digestifs personnels ou familiaux, donc les MICI, des antécédents d'urétrite, d'arthrite, de dactylite, donc les dactylites ce sont ces petits orteils en saucisse. On va rechercher des antécédents familiaux de spondylarthropathie. Et on va préciser donc pour l'examen clinique le score BASDAI, donc qui est le score d'activité des spondylarthropathies. Cet examen clinique, on s'attardera à rechercher une raideur, donc les raideurs déjà axiales. Donc vous ferez différentes mesures. Donc pour ce qui est de l'étage cervical, vous ferez les distances occiput-mur, C7-mur, tragus-mur, les rotations cervicales, les inclinaisons latérales. Pour ce qui est de l'étage lombaire, c'est l'indice de Schoeber que je vous ai détaillé dans la dernière conférence. Pour ce qui est de l'ampliation thoracique, donc vous mesurez, donc à l'étage thoracique, c'est l'ampliation thoracique, puisqu'on peut avoir dans les spondylarthropathies une atteinte des anthésites au niveau de la cage thoracique qui permettent, justement qui ne permettent pas de prendre des grandes respirations. Les patients ont une gêne. Et pour ce qui est des atteintes périphériques, donc on notera les nombres d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées de synovites. On s'attardera à rechercher des anthésites, donc notamment les thalalgies, donc les tendons d'Achille, mais également les épicondylites, donc c'est-à-dire au niveau des coudes. Je vous ai dit que vous pouviez avoir une diminution de l'ampliation thoracique, c'est par une atteinte des articulations chondrosternales, donc qui sont à ce niveau-là, qui peuvent être douloureuses. Et on cherchera évidemment des signes extra-articulaires, donc ça c'est les signes cutanés, donc le psoriasique ou autres, des signes urogénitaux, des signes oculaires. On fera également une auscultation cardiaque. Oui, que recherche-t-on à l'auscultation cardiaque? Alors à l'auscultation cardiaque, on va rechercher des signes qui sont rares mais qui sont signes de gravité dans les spondylarthropathies, c'est-à-dire l'insuffisance aortique et un frottement de péricardique. Question 4, donc vous demandez une recherche de l'antigène HLA-B27, dans quel but? Le patient vous demande si cette recherche doit être réalisée dans sa famille, que lui dites-vous? Donc la présence de l'antigène HLA-B27 constitue un argument important dans le diagnostic de spondylarthropathie, mais il doit être associé aux radiologies et à la clinique. La présence de cet antigène HLA-B27 n'est ni suffisant ni indispensable, puisqu'il est retrouvé chez 8% de la population caucasienne qui soit sain ou atteint d'une spondylarthropathie.
Pour ce qui est de demander s'il faut le rechercher dans sa famille, bien sûr que non, ce n'est pas un marqueur génétique et il ne s'agit pas d'un marqueur de dépistage de la maladie. Question 5. Quels examens complémentaires demandez-vous à ce stade? Si ces examens s'avèrent tous être normaux, quel examen pourriez-vous discuter pour appuyer votre diagnostic? Donc pour étayer le diagnostic, on va faire des radiographies, un cliché dit de 2,16, donc c'est un cliché du rachis lombo-pelvifémoral. Donc bien noter que le cliché de 2,16, ce sont des clichés de face. Donc même si vous mettez cliché de 2,16, dites, moi je vous le conseille de décrire ce que c'est que ce cliché de 2,16, donc dire que ce sont des radiographies du rachis cervico-dorso-lombaire pelvi-fémoral de face. Il faut donc rajouter le profil de toutes ces radiographies. On fera une radiographie des pieds de face, de profil et de 3/4 et une radiographie du bassin à la recherche d'atteinte des articulations sacro-iliaques en compression. La radiographie de thorax, c'est à visée préthérapeutique. Et on fera des radiographies centrées sur toutes les articulations douloureuses ou gonflées. Pour ce qui est du bilan biologique, on fera recherche d'un syndrome inflammatoire, NFS, VSCRP, EPP, vous pouvez le mettre dans tous les dossiers rhumatologiques. La recherche du syndrome inflammatoire, c'est banco à chaque fois. On fera une recherche d'un foyer infectieux, donc ça comprend un ECBU, des prélèvements urétraux si besoin, coproculture, sérologie bactérienne ou virale. Là, on vous demande que si tous ces examens étaient normaux, quel examen pourrait-on faire pour objectiver la spondylarthropathie? C'est l'IRM des sacro-iliaques, puisqu'on vous dit qu'il y a une sacro-ilite droite, qui donc le patient est douloureux. Cette IRM pourrait montrer donc des signes de sacro-ilite, donc c'est-à-dire une inflammation, donc hyposignal T1, hypersignal T2 des berges des sacro-iliaques, qui sont un argument fort pour les spondylarthropathies. Je vous ai mis également un petit nota bene dans le CN 2010. C'était un cas de spondylarthropathie avec une forme axiale pure et il avait été demandé donc quels étaient les examens biologiques, les examens complémentaires qu'il fallait réaliser et il n'acceptait que les clichés radiologiques du rachis cervico-dorsolombaire et pelvifémoral de face et de profil et éventuellement la HLA-B27. Si vous aviez mis un autre examen, vous aviez des points qui étaient retirés à la question. Donc, notamment, ils n'avaient pas mis le bilan inflammatoire. Question 6. Votre diagnostic est confirmé. Décrivez votre traitement. Donc, on propose à Monsieur L un traitement ambulatoire, donc qui va reposer initialement sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens à la dose minimale efficace sur la période la plus courte possible. Donc, ça va être plutôt un traitement au coup par coup en cas de poussée. On va associer à ce traitement anti-inflammatoire un protecteur gastrique le cas échéant. Donc là, c'est pas d'indication parce que je vous rappelle, pas d'antécédent d'ulcère et un âge qui est inférieur à 65 ans. On va proposer des antalgiques, donc de palier 1 à 3 en fonction des paliers OMS, une rééducation, donc de la kinésithérapie, un renforcement musculaire, un mot-clé qui est l'école du dos, des exercices d'assouplissement, l'apprentissage d'auto-exercice, avec une éducation du patient, très important, maladie chronique dit éducation du patient, avec une gymnastique quotidienne. On pourra proposer, là c'est votre versant social, de faire donc cette éducation et une déclaration pour une prise en charge à 100% dans le cadre d'une ALD. Qui dit maladie chronique dit également soutien psychologique et social. Et pour le moment, il n'y a pas d'indication à un traitement de fond. Question 7. Sur quels éléments allez-vous constituer votre suivi? Donc ce suivi sera d'abord sur la clinique, donc les scores BASDAI et BASFI. Vous refaites toutes les mesures qu'on a décrites plus haut, donc les mesures des C7 mur, occiput mur, tragus mur, rotation cervicale, l'ampliation thoracique, l'indice de Schoeber, la distance main-sol. Et sur le plan biologique, on fera la recherche de syndrome inflammatoire, NFS, VSCRP, et radiologique, toute articulation douloureuse, ou de manière assez régulière, on refera des radiographies du rachis. À quelle fréquence faut-il suivre ce patient ? Donc il n'y a pas de consensus sur la fréquence de suivi des patients.
En pratique, c'est des patients qui sont revus au moins annuellement par un rhumatologue et pour le reste, généralement de manière trimestrielle par leur médecin traitant, en leur expliquant bien qu'en cas d'apparition de tout nouveau symptôme ou d'inefficacité du traitement par anti-inflammatoire, il faut qu'ils reconsultent parce qu'on fera des investigations supplémentaires et on modifiera le traitement.